Part immédiatement. Super. Bonjour tout le monde. Bon matin. J'espère que vous êtes en forme. J'ai beaucoup de matière à vous transmettre. Bon, je vais juste ça ici. Hum, Parfait. Excellent. Alors, on part ça. Vous avez reçu un petit cahier de notes que vous pouvez prendre là, si vous voulez, avec juste fermer vos micros, par contre, pour qu'on puisse, si jamais, là, puis si jamais vous avez une question, vous savez, en bas, vous pouvez aller à main en haut, puis je répondrai à votre question ou à vos questions, ça va me faire plaisir. Donc, je vous ai fait parvenir juste un petit cahier pour que vous puissiez prendre des notes au fur et à mesure. Et comme je disais, c'est enregistré. Fait que si vous avez manqué des petites choses, ben, par la suite, vous pourrez vous référer à l'enregistrement. Donc, je suis très heureuse ce matin de vous rencontrer. Moi, ça fait 10 ans que je suis coach d'affaires. Wow, j'en reviens juste pas. Pour l'industrie du design d'intérieur. Donc, je suis designer d'intérieur. Je ne pratique plus depuis plusieurs années. Ce qui me passionne le plus dans ce que je fais présentement, c'est de voir des designers d'intérieur faire de l'argent finalement. Quelque chose que j'ai fait de l'argent, mais il en restait plus à la fin de l'année. Donc, si jamais c'est quelque chose qui vous arrive, je suis pas dans le jugement. C'est des situations qui sont très fréquentes chez le designer d'intérieur. Et c'est pour ça ce matin qu'on va aller dans les heures invisibles. Bonjour Valérie, ça va bien? Contente de te voir. Bon, je m'étais mis un petit papier parce que des fois, j'oublie d'enregistrer, puis là, je voulais pas. Excellent. Alors, je suis pas une spécialiste en comptabilité, mais depuis 10 ans, je me suis beaucoup intéressée aux chiffres et à ce qui vous restait à l'intérieur de votre compte de banque. Euh, En fait, ce que je veux noter, c'est un fonds de pension parce qu'un jour, vous allez prendre votre retraite, puis ça va être bien intéressant d'avoir de l'argent dans un fonds de pension. Vous avez besoin aussi des imprévus. Alors, on a toujours des imprévus qui arrivent. Un profit, pourquoi pas, hein? Vous avez le droit, vous travaillez fort en design d'intérieur, vous avez droit à un profit à la fin de l'année. Et si possible, d'avoir 6 mois dans un compte de banque pour prévoir les imprévus de la vie. Et ça, tout ça, le faire avec une passion que vous avez, le design d'intérieur. Donc aujourd'hui, on va aller dans 3 erreurs que, on fait, souvent sans s'en apercevoir. Moi, je les appelle les heures invisibles. Et vous allez voir peut-être des choses que vous connaissez déjà, que vous avez déjà vues, que vous avez déjà, peut-être, demandé comment est-ce que je pourrais faire des ajustements pour, y remédier. Donc j'ai fait une petite présentation, je vais vous la mettre à l'écran. S'il y a quelque chose, vous me le dites, vous vous gênez pas. Vous pouvez utiliser aussi le chat pour pouvoir poser la question au fur et à mesure, mais sinon, je répondrai à toutes vos questions là, à la fin de la présentation. Est-ce que tout le monde voit bien? Oui? OK. Je vais peut-être... une seconde. Je vais revenir, puis je vais aller faire comme ça. OK. Voilà. Bon, je remets la présentation. Parfait. Et la voilà. Alors, pourquoi cet atelier? Cet atelier, elle est née en fait d'un constat qui est simple pour moi parce que je le vois toutes les semaines avec les designers que j'accompagne, qui vous sous-estimez souvent votre valeur au moment le plus critique, en fait, au moment où vous commencez avec un client ou avec un projet que peut-être que vous allez signer ou peut-être pas. Alors, ce sont ces premières minutes-là qui vont déterminer si vous allez être rentable avec le projet ou pas. Il y a aussi un facteur que vous allez probablement penser tout le long de la présentation. Oui, mais qu'est-ce qui arrive avec le marché? Alors, inquiétez-vous pas.
je prends en considération également le marché. La structure de cet atelier, donc on va voir 3 erreurs fréquentes. La première étant d'offrir une rencontre gratuite ou sous-facturée. Mais moi, ce que je veux vous amener, c'est dans la stratégie du coût d'acquisition d'un client. Combien ça coûte dans votre entreprise acquérir un client? Et ce coût-là, qu'est-ce qu'on va faire avec et où on va aller le placer dans nos chiffres, dans notre business, dans nos chiffres, dans nos revenus et dépenses de l'année. La deuxième étant de ne pas prendre en charge le client. J'ai une, j'ai une petite phrase que je dis régulièrement, si vous ne prenez pas en charge le client, croyez-moi, lui, il va le faire. Lui, là, quand il voit là, une petite entrée, une petite porte ouverte, là, il va rentrer, là, puis il va venir vous prendre en charge. Et ça, souvent, on s'en aperçoit pas. Alors, je vais vous montrer aujourd'hui comment vous allez pouvoir prendre en charge votre client. Et tout ce qu'on va voir ensemble, on va rattacher un coût. Donc, c'est pas juste de le mentionner, de le voir et de comprendre comment on peut le régler, mais ça va être également de mettre un coût. Donc, combien ça vous coûte offrir une première rencontre gratuite ou sous-facturée? Combien ça vous coûte de prendre en charge le client de manière stratégique? Et combien ça coûte de présenter une offre sans intégrer la stratégie de contingence? Ça va? S'il y a quelque chose, vous me le dites. Ah, OK. Oups. Allez, bon. Alors, l'erreur numéro un. C'est d'offrir une première rencontre gratuite. Oui, il y a encore beaucoup de designers qui vont offrir une rencontre gratuite et c'est correct si ça fait partie de votre stratégie d'affaires. C'est correct si c'est ce que vous avez décidé de faire, mais où c'est important, c'est de le chiffrer et d'être capable de dire, OK, ça me coûte tant pour cette première rencontre-là, du début jusqu'à la fin, donc de signer le projet et de prendre ce coût-là qui va devenir le coût d'acquisition d'un client ou souvent sous-estimé parce qu'on connaît pas vraiment le coût de l'acquisition d'un client. Donc, voici un contexte, OK? Si je demande à chacune d'entre vous, qu'est-ce que vous faites? Je vous appelle pour la première fois, là, je suis une cliente, je vous appelle, je prends le téléphone, j'appelle, puis je demande pour des informations ou j'envoie un formulaire que vous avez peut-être créé et que moi, je peux remplir directement en ligne. Vous avez le formulaire. Donc, c'est important de savoir aujourd'hui qu'est-ce qui arrive dans votre entreprise parce que vous avez des entreprises différentes que ça soit commercial, résidentiel ou votre façon de faire avec le client, c'est important de savoir, OK, moi, là, quand je reçois la première fois une demande, qu'est-ce qui se passe avec ma stratégie d'acquisition de ce client-là? Donc, ça va être dans votre cahier, ça va être de l'écrire, hein, de noter qu'est-ce qui arrive quand le client arrive chez vous. J'ai quasiment le goût de vous donner une petite minute juste pour écrire des grandes phrases, des petits mots-clés dans votre cahier actuellement de qu'est-ce que vous faites quand le client arrive chez vous pour la première fois. Je vous donne une petite minute pour juste l'écrire. Moi, je vais prendre une gorgée d'eau pendant ce temps-là.
Alors, certaines d'entre vous vont probablement proposer un appel téléphonique, vont proposer un appel de qualification, donc pour discuter avec le client potentiel de ses besoins, de son budget, de ses attentes, de son échéancier. Vous allez peut-être vous rendre directement sur les lieux du projet. Est-ce que vous prenez les mesures immédiatement, les photos, ou si vous retournez par la suite? Vous allez peut-être demander au client est-ce que vous avez fait des recherches dans Pinterest? Donc, chacune d'entre vous avez votre méthode pour aller voir le client la première fois sur les lieux du projet ou décider si oui ou non le client est pour vous ou il n'est pas pour vous. Tantôt, ça changeait de page, puis ça va. OK. Donc, c'est quoi le vrai coût de cette première étape? Est-ce que vous vous êtes déjà attardé? Combien ça coûte cette première étape-là? Parce que mettez-vous dans la tête, à partir de maintenant, vous savez probablement aussi que votre temps égale des signes de dollars. Tout ce que vous faites égale des signes de dollars. C'est normal, vous êtes en affaires. Vous allez voir au fur et à mesure, oui, on peut se dire, oui, mais je ne peux pas charger toutes les heures que je fais pour acquérir un client. Alors ça devient des heures invisibles. Ces heures invisibles-là ont un coût rattaché à celui-ci. Donc, si on regarde ici, j'ai mis une liste exhaustive ou pas sur ce que vous allez faire pour avant de signer un contrat. Donc, si vous décidez, vous dites, ah ben moi, Claire, je charge 250 pour cette première rencontre-là, ce qui est bien correct, ça vous appartient encore une fois, mais dans les faits, vous allez avoir mis 5 à 6 heures dans tout le processus, puis des fois beaucoup plus quand c'est le temps de, 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 de faire une offre de service. J'ai déjà vu des designers qui vont faire des offres de service, ça leur prend pas de temps, puis d'autres qui vont faire des offres de service que ça va leur prendre plusieurs heures. Ça, ce sont des heures invisibles. OK? Donc, ça s'appelle le coût d'acquisition de votre client potentiel. Alors, j'ai fait comme une espèce de calcul pour que vous puissiez le voir, hein. Vous avez des visuels, moi aussi d'ailleurs, puis j'aime ça quand c'est écrit puis que vous pouvez le voir. Alors, le coût d'acquisition, c'est un concept clé. Le coût d'acquisition d'un client, ça représente, vous le voyez à l'écran, le temps plus l'énergie plus les frais réels. Dans les frais réels, il y a les déplacements, il y a les outils que vous allez utiliser, il y a les appels, il y a peut-être des Zooms que vous allez faire, moins ce que vous avez facturé au départ. Donc, si vous avez facturé, exemple, 250 vous passez 6 heures, c'est un exemple tout simplement, vous facturez 250 je l'ai mis à 100 pour que ça soit plus facile là, à calculer. Donc, il y a une perte ici, parce que c'est 6 heures à 100, ça égale 600, moins le 250, ça c'est avant taxe. Vous avez une perte de 350 ou ce que j'aime appeler le coût d'acquisition de votre client potentiel. Parce que là, on ne le sait pas, on ne l'a pas signé encore. OK? Si vous en avez 25 comme ça dans l'année, ça veut dire que ça représente 8 750 Est-ce que tout le monde comprend là, le processus que je vais, parce que je peux le répéter ou je peux l'expliquer là, plus en détail. Est-ce que c'est correct? Vous levez la main là, si c'est pas correct. OK? Ou si c'est bizarre que je vous amène ça ce matin, ces heures invisibles-là. Là, gênez-vous pas, vous êtes entre designers, là, vous pouvez parler. Donc, en fait, ce 8 750 va se retrouver ce qu'on appelle dans votre carte routière. Donc, il y en a qui connaissent la carte routière. Pour vous expliquer un peu mieux, c'est en fait le calcul de votre taux horaire. C'est pas
Un taux horaire, là, ou l'unité de mesure, comme ici, je la représente à 100 $ de l'heure, c'est pas juste trouver, là, OK, ah, ben, ma voisine, elle charge ça, je vais le faire. Ou ben non, ah, ben, ça a bien du bon sens, je vais prendre 100 $. Il y a un calcul qu'il faut qu'il se fasse derrière ça. Et le calcul, vous allez mettre vos frais fixes et vos frais variables. Et les frais variables, vous pourriez, ça pourrait être dans les frais fixes aussi, ajouter, bien sûr, le coût d'acquisition de vos clients. Et c'est souvent ce qui va faire fluctuer ou confirmer que vous avez le bon taux horaire ou que vous chargez euh, la bonne unité de mesure lorsque vous calculez vos offres de service. Donc, le 350 devient votre coût ici, pour mon exemple, bien sûr, devient le coût d'acquisition de votre client potentiel. OK? Bon, il y a différentes manières de l'utiliser par la suite, là, mais là, je voulais juste vous montrer le concept clé du coût d'acquisition d'un client. Donc, la solution stratégique que je vous offre à faire, bien sûr, c'est d'avoir un système qui est clair. Donc, de savoir exactement quand le client arrive chez vous. Je vais juste fermer ça ici, là. Le client arrive chez vous. Est-ce que vous avez un formulaire de demande qui est réfléchi, qui est pensé? Si vous avez une niche bien précise, ben au moins vous pouvez poser des questions bien précises. Le client, est-ce qu'il arrive de vos réseaux sociaux? Donc, si vous avez décidé d'avoir un formulaire que votre client peut remplir avant d'arriver chez vous, vous le recevez. Vous pouvez par la suite offrir un appel de qualification téléphonique qui dure habituellement entre 30 et 45 minutes. Vous avez des questions qui sont bien rédigées, que vous savez exactement. Et tout ça, il faut l'écrire, là. Vous l'avez, c'est une procédure d'affaires. Une rencontre payante sur les lieux du projet. Donc, vous avisez le client si c'est ça que vous avez décidé de faire. Et si c'est pas ce que vous avez décidé de faire, qui est bien correct aussi, donc, tantôt, là, le 350 ça devient le 600 OK? Vous comprenez la nuance? Si vous ne chargez pas pour la première rencontre, souvent en commercial, on va voir des designers qui ne vont pas facturer la première rencontre parce que c'est stratégique dans leur cas. Ben, le coût d'acquisition du client, dans notre exemple, est 600 $. Vous allez ajouter ce 600 $ dans vos frais variables ou fixes annuels. Donc, le coût d'acquisition est 600 parce que vous ne facturez pas. Vous en avez 10 dans l'année, c'est 6 000 Vous en avez 20, c'est 12 000 Donc, ça devient un coût d'acquisition, ça devient un frais dans votre entreprise que vous devez ajouter pour être capable d'arriver à un taux horaire qui va vous payer à votre juste valeur. Par la suite, on envoie un résumé écrit, donc soit une charte de projet ou un document que vous allez écrire suivant la rencontre sur les lieux du projet, l'offre de service. Et une offre de service, ça se présente de vive voix. On ne fait pas juste envoyer ça par courriel, que ce soit en personne ou que ce soit virtuel. Il faut expliquer, puis prendre un 5 minutes, un 10 minutes pour répondre à votre client. Moi, je peux vous dire par expérience, depuis 10 ans, ce que je vois des designers qui présentent un offre de service de vive voix augmente le taux de signature de leur projet. Et souvent des projets qui ont été calculés à leur juste valeur. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça qu'on fait ensemble. C'est comment arriver à faire un offre de service et à la signer en prévoyant les heures invisibles et en s'assurant que le client a bien compris la démarche. J'arrive, Joanie, je vais juste terminer cette page-là et par la suite, vous envoyez un contrat que vous allez faire accompagner, bien sûr, d'un premier raconte. Oui, Joanie? Dans le fond, quand tu parles de de présenter l'offre, dans le fond, c'est que tu fais ta première rencontre puis tu les re-rencontres pour présenter.
Oui, bien souvent, surtout quand on a des projets d'envergure. Tu sais, toi, tu as souvent des projets d'envergure. Ça peut être par courriel que vous l'envoyez, puis vous téléphonez à la personne, vous lui parlez à la. L'idée, c'est de parler à la personne, de lui dire, je viens de vous faire parvenir votre offre de service, j'aurais aimé répondre à vos questions ou du moins éclaircir certaines choses pour m'assurer que vous avez bien compris mon offre de service. Mais en faisant ça, tu augmentes pas tes heures, ben, ton nombre d'heures comme pas facturables en faisant ça, Oui, mais c'est pour ça ouais. qu'il est ici. C'est pour ça que je OK. l'ai mis dans le système. OK, c'est bon. Ouais, c'est pour Merci. ça que je l'ai mis dans le système. Puis en fait, le système, quand vous allez à tête reposée, regarder la vidéo là, en différé, je vais vous inviter à le regarder, le système, puis juste y réfléchir. Juste vous demander, OK, moi, est-ce que j'ai un formulaire? J'en ai-tu vraiment besoin? Oui ou non? Si c'est oui, ben, vous devez le créer. Ensuite, la qualification. Alors, faites aussi de vous gérer, parce que ce que je vois aussi, c'est des designers qui doivent se gérer. Alors, un appel de qualification, est-ce qu'il est minutes, 45 minutes, 60 minutes? C'est à vous de décider, mais ça devient un coût d'acquisition de votre client. Il y avait un chat, je sais pas si. Ah, c'est toi, fait. Et ensuite, bon, on se dit, OK, mais quand je vais sur les lieux du projet, qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas dit que vous ne pouvez pas faire comme un ordre du jour, dire au client, écoutez, quand moi je vais vous rencontrer, il y a des frais de 250 par exemple. Là, c'est toujours un exemple que je vous donne. Mais voici ce qu'on va faire ensemble. Donc, ce que vous dites au client, c'est pas seulement ces 250 pour aller vous rencontrer, mais il y a un- un ordre du jour à suivre où ensemble, voici ce qu'on va faire. Donc, déjà, le client s'attend à avoir une stratégie, à avoir un encadrement, à savoir exactement comment ça va se passer sur les lieux du projet. L'idée ici, c'est que vous soyez organisé, que vous soyez structuré, que vous sachiez exactement où vous en allez. En ayant le système qui est clair, parce que peut-être que vous avez un autre genre de système, écrivez-le, c'est pour ça que je vous l'ai fait écrire tantôt, mais c'est de comprendre que ce système-là, ça va vous prendre, exemple, dans le cas que je vous ai donné tantôt, 6 heures. C'est facile à voir, 6 heures. Tu sais, on a le formulaire, on appelle le client, on fait un appel de qualification, on va sur les lieux du projet. Regardez, là, on monte facilement à un 5-6 heures. Alors, mon exemple de tantôt que je vous ai proposé, oui, je charge 250 je suis 6 heures à faire la stratégie que je viens de vous montrer. Donc, oui, j'ai 350 en déficit, mais ça devient un coût d'acquisition de mon client. Certains designers vont peut-être décider d'assurer que ce 350 est payé lors du projet, donc vont l'additionner ou vont l'ajouter dans leurs heures facturables par la suite. Ou vous, tout simplement, vous le déposez dans votre carte routière ou dans votre calcul pour votre taux horaire. Puis peut-être que votre taux horaire ne sera plus à 100 mais à 105 parce que vous venez d'ajouter le coût d'acquisition du client. Donc, la conclusion de cette erreur, c'est vous ne vendez pas juste du design. Hein, vous vendez un processus, vous vendez une expertise, une transformation. Et pensez 2 minutes. Quand vous faites une transformation, quand vous avez terminé le projet avec le client, qu'est-ce qui arrive? Que la maison vient de prendre une valeur. Et cette valeur-là, ben, c'est le client qui va l'empocher s'il vend sa maison. Alors moi, j'ai toujours dit que la valeur que vous représentez représente la valeur augmentée de la maison. Moi, j'avais une spécialité. Ma spécialité, je vais juste vous revenir, puis je reviendrai avec le PowerPoint. Ça va bien pour tout le monde? C'est bon? OK.
Moi, j'avais une spécialité qui était de faire je créais, je conceptualisais des boutiques d'électroménager, ça a l'air bizarre, là, dans les magasins de GE Canada. Donc, mon client principal était GE Canada. Et j'ai été chanceuse parce que j'ai fait ça à travers le Canada. Fait que j'ai voyagé, puis j'aurais jamais pensé ça de ma vie, mais j'ai voyagé pour GE Canada. Et après plusieurs années, ce que j'ai remarqué, puis si j'aurais aimé ça que quelqu'un m'amène dans cette philosophie-là, parce que, en fait, je n'étais pas payée à ma juste valeur. Pendant que j'ai travaillé en design d'intérieur, je n'étais pas payée à ma juste valeur parce que j'avais plein d'heures invisibles. Puis quand je les vois, là, c'est quasiment, ben c'est ça, c'est mon fonds de retraite, c'est plein d'argent que j'aurais eu puisque j'aurais été payée à ma juste valeur. Parce que les boutiques que je faisais, je pouvais, après 5, 6 ans, dire avec affirmation à mon client, moi, quand j'ai passé chez vous, puis qu'on a fait la boutique ensemble, vous allez doubler et tripler votre chiffre d'affaires. Et c'est ce qui arrivait. Donc, moi, j'aurais utilisé cette petite phrase-là pour dire à mes clients ou aux autres clients que je suis allée chercher, ben, quand je fais le concept dans votre magasin, vous doublez ou triplez votre chiffre d'affaires. Puis on avait même vu une boutique quadrupler le chiffre d'affaires. Donc, j'avais une valeur, j'avais une expertise, mais le client était gagnant au bout du compte. C'est pour ça qu'il ne faut pas se gêner à charger nos heures invisibles, parce que c'est ces heures-là qui représentent votre perte annuelle, manque à gagner. Ça fait du sens? Des fois, moi, je suis intense, là. Vous me le dites, là, parce que je crois tellement à cette. Ah oui, Valérie? Si je peux me permettre juste une petite parenthèse sur la présentation de l'offre de service, je partage juste une petite expérience, là. Euh, m- Tu sais, j'ai toujours présenté mes offres de service en personne parce que pour moi, c'est le moyen de sceller aussi ma vente. Puis on ne sait jamais, on est en compétition contre combien de designers. Des fois, on est les seuls, puis c'est correct, là. Mais j'oblige les clients à me poser des questions. Parce que pour moi, présenter une offre de service, de toute façon, de la façon que mon offre de service, elle est structurée, j'essaie de la faire le plus clairement possible, mais c'est impossible d'avoir un modèle qui va parler à plein de types de personnalités. Fait que quand mes clients, je leur envoie leur offre de service, puis on ne peut pas se rencontrer en personne, on fait un Zoom, mais c'est écrit en gros dans mon courriel, vous devez me poser minimum 3 questions. Parce que ça se peut pas que vous me disiez, c'est beau, tout est beau, je vous le dis, là, quand ça arrive, là, ça prend quelques semaines au projet. Ah, ben là, ça, je pensais pas que c'était comme ça. Ouais, mais ça, c'est écrit 3, 4 choix, pas 7, 8. Fait que souvent, là, même si je granule mon offre de service, là, puis il faut faire attention parce que plus tu la granules, des fois, là, tu t'enfarges un peu, là. Mais les clients, des fois, ils me disent, ah oui, tu veux que je te pose 2, 3 questions? Oui, trouve-les. Trouve-les parce que tu vas en avoir, c'est sûr. Fait que comme ça aussi, avec juste ce petit premier devoir-là de leur part, ça me démontre, l'implication qu'ils veulent avoir dans leur projet. Parce que souvent, tu envoies l'offre de service, puis OK, c'est beau, voici le dépôt. Là, tu dis, OK, le client, il est déjà comme, bon, tu sais, je vais être à moitié impliqué dans le projet. Mais quand les clients t'envoient une liste de, hey, qu'est-ce que tu veux dire là? Là, tu sais à qui tu as affaire. Fait que pour moi, ça, tu sais, il y a beaucoup de zones grises qui sont éliminées dès cette première étape-là. Puis avant, je faisais pas ça, tu sais. J'envoyais l'offre de service, je la présentais, puis quand j'avais pas de questions, j'étais là, tabarouette, tout est clair. Non, 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 il y a toujours quelque chose. Fait que obligez vos clients à vous poser des questions comme ça, sont sûrs de l'être, pas juste en diagonale, l'offre de service, tu sais. Ça prend du temps à faire un offre de service, là. C'est pas quelque chose qu'on imprime en 30 minutes, là. Fait que pour moi, c'est comme regarde, j'ai fait du travail pour toi, je t'ai chargé la moitié de mon temps parce que moi, mes rencontres, c'est la moitié du coût que ça me coûte, que je facture. Fait que c'est là que moi, on dirait que ça m'aide vraiment à savoir à qui je fais affaire, avec qui je fais affaire, là. Fait que, Merci Valérie de l'avoir partagé. Fait que vous voyez, il n'y a pas de gêne puis ça fait toute la différence. Puis ça fait la différence avec le client aussi. Dire, hey, j'ai affaire à un designer d'intérieur qui est organisé, structuré. Et ce que Valérie a mentionné, c'est que ça vient enlever
des heures invisibles. En fait, elle les règle avant d'arriver là. Parce que, ah, ouais, mais c'est parce que je voulais avoir d'autres semaines. Non, il n'y en a pas 6-7, là, c'est marqué, là, c'est 3-4, là. Fait que si tu en veux 6-7, n'a pas de problème, il va y avoir des frais. Hein? C'est ça que ça veut dire. On fait pas ça gratuitement, là, à rajouter des 6-7 suggestions, tu sais. Alors, merci beaucoup. Super. Donc, la première erreur, c'est de vraiment de comprendre et de ne pas savoir qu'on a un frais d'acquisition d'un client, parce que ces frais-là, donc ces heures invisibles-là, à un moment donné, il faut les écrire, il faut les comprendre, il faut savoir qu'elles existent, puis il faut les ajouter dans ces frais annuels. Alors ça, c'est très important. Puis, tu sais, je vous ai marqué, je vous ai montré un petit peu là, combien ça représentait, 350 $. Vous vous souviendrez, à la fin, là, on va faire un calcul des trois erreurs, là, combien d'argent que ça représente en fin d'année. OK? C'est bon? On continue? Parfait. On va aller avec la deuxième erreur. Non, c'est pas ça que je voulais. Ça ici, ça. Fait. Alors, erreur numéro 2. Ne pas prendre ton client en charge dès le départ. Donc, souvenez-vous, tantôt, en entrée de matière, je vous ai dit, si vous ne prenez pas en charge votre client, c'est lui qui va vous prendre en charge, croyez-moi. Puis des fois, là, c'est pas pour mal faire le client, c'est qu'on lui a donné la place pour qu'il puisse vous prendre en charge. Donc, laisser naviguer son client dans le néant, là, c'est sans balise, sans méthode, sans structure. C'est la voie la plus rapide vers les malentendus. Alors, ce que j'ai aimé, ce que Valérie a mentionné tantôt, pose-moi deux, trois questions, ben, c'est ça, prendre en charge son client dès le départ. Et dès le départ, ça veut dire dès la première rencontre, voici comment ça va se passer. C'est vous qui décidez sur l'entreprise, là. Hein, c'est pas l'entreprise, du client. Le client décide d'aller avec vous parce qu'il a eu soit des belles recommandations, il veut être avec vous parce que vous faites du beau travail, vous êtes un bon designer, mais aussi parce que vous allez prendre en charge son projet. Et souvent, si on prend pas en charge nos clients, ben, il va y avoir des décisions qui vont être mal prises au cours du projet. Il va y avoir peut-être un stress de part et d'autre. Il va y avoir des minutes, des heures qui vont être mal, heu, travaillées ou oubliées carrément, OK? Ce que ça donne dans la vraie vie, là, c'est que monsieur ou madame vont décider de votre échéancier à votre place. Donc, tu sais, un client qui vous revient pas, puis je sais que vous le vivez régulièrement aussi, vous dites: «OK, j'ai besoin d'un retour de votre part, d'une confirmation», parce que nous, on doit poursuivre, les dessins, donc la création des plans ou du devis, puis la commande, parce qu'oubliez pas, vous voulez avoir votre cuisine, par exemple, pour telle date, mais pour arriver à cette date-là, il faut que vous me reveniez. Donc, c'est une des questions qu'il faut poser aux clients quand on les rencontre en qualification au début. Vous avez un échéancier, puis je dois la respecter, cet échéancier-là, mais vous devez également me répondre dans des délais prescrits. On ne dit pas, mais oui, mais le client ne me répond pas. Vous l'appelez, puis vous lui dites. C'est pas à lui ou à elle à décider quand est-ce qu'ils vous reviennent. Ou bien il vous relance à toute heure du jour et de la nuit, hein. Il est c'est la panique le dimanche soir à 11 heures avant de se coucher parce que lundi matin, les entrepreneurs débarquent, puis là, il vient de penser, puis là, il y a un stress qui vient de remonter. Donc, il faut le prendre en charge, puis lui dire le vendredi, si c'est votre journée de travail: «Gardez, inquiétez-vous pas, lundi matin, je vais être sur place. Sinon, je viens de confirmer avec l'entrepreneur, il va être là à 7 heures du matin. Avez-vous des questions? Parce que je suis pas disponible durant le week-end». Mais ça, il faudrait que vos heures d'affaires soient à l'intérieur de votre contrat ou de votre offre de service.
il revient avec des idées puis des changements à tout bout de champ ou à la dernière minute. Là, vous avez terminé, c'est le temps d'envoyer à l'ébéniste les dessins, puis bon, ils ont changé tout d'un coup d'idée. Ça, il faut que ça soit pris en charge au départ. Il attend des suivis sans savoir quand est-ce qu'ils vont arriver. Il veut une réponse dans l'heure ou qu'il y a une question, là, il a une question, là, puis là, il s'en attend, là. Fait que là, il vous envoie un courriel, il vous appelle, il vous envoie un texto, un messenger parce que vous ne répondez pas. Donc, de prendre en charge un client, c'est de faire la démonstration de votre professionnalisme, mais d'indiquer en quelque part comment ça fonctionne chez vous. Voilà, le vrai problème, c'est qu'il faut baliser la relation. OK? Donc, votre rôle. Puis, c'est drôle parce que hier, dans le groupe, dans le réseau d'excellence avec les designers, on a parlé, il y en a deux qui sont présentes aujourd'hui, on a parlé de justement de mettre des règles sur les rôles de chacun. Donc, voici mon rôle dans votre projet, puis voici votre rôle dans le projet. Donc, de signifier les règles de communication. Comment vous pouvez communiquer avec moi? Vous ne pouvez pas communiquer avec moi par texto parce que ça, c'est réservé aux entrepreneurs. Parce que texto, dans la règle qu'on la connaît, c'est souvent pour une urgence. Il faut que ça soit répondu rapidement. Donc, il faut signifier vos règles de communication. Il faut être clair aussi avec les délais de réponse. Je vais vous répondre dans les 24 à 48 heures suivant le courriel que vous allez me faire parvenir. Mais plus que ça doit apparaître quand vous avez votre formulaire, exemple, au début. La personne va répondre le formulaire. Je sais que ça fait beaucoup de choses à penser, mais c'est là qu'on va régler ou qu'on va enlever des heures invisibles. C'est qu'on va dire au client potentiel, lorsque je reçois votre formulaire, nous allons vous répondre dans les 24-48 heures ouvrables. Et là, vous marquez vos heures ouvrables. Ensuite, vous transmettez les étapes. Je ne vais pas tout lire là, à la lettre de ce que vous voyez parce que vous allez le voir. En gestion du temps, moi, j'appelle ça les interruptions. Tout ce qui est urgences ou les supposées urgences doivent être balisées. Donc, la relation avec votre client, vous devez lui donner des règles pour qu'il soit capable de comprendre. Puis, je le sais, là, ça, c'est la même chose pour les entrepreneurs. Ils lisent pas les plans, mais les clients, souvent, ne lisent pas, puis Valérie le dit, ils lisent pas nécessairement le contrat ou l'offre de service. Là, ils disent, oui, oui, tout est compris, tout est beau, puis où est-ce que je signe? C'est pour ça que c'est important de bien baliser et de dire au client, voici comment je fonctionne. Le coût relié d'une prise en charge mal structurée. Donc, encore une fois, on vient parler d'heures invisibles. OK? Moi, là, je parle toujours d'heures invisibles. Donc, en phase de conceptualisation, par exemple, là, parce que je vais vous donner un exemple, vous avez souvent des appels du client. Donc, vous arrêtez de travailler, vous prenez l'appel du client, des retours qui tardent, donc le client qui ne fait pas de retour, puis là, vous aviez planifié la semaine prochaine de travailler sur leur projet, mais là, il ne revient pas, puis plus que ça, il vous ghost, il vous répond pas carrément, puis là, ben, vous avez besoin d'une réponse. Donc, ces heures-là de travail invisible, d'une mauvaise prise en charge peut représenter souvent 300 à 500 dollars de manque à gagner juste en une seule phase. Juste en une seule phase. Saisie, là, dès le départ, il doit recevoir un document où vous allez indiquer, exemple, votre procédure client, un cahier d'accompagnement client, une liste à cocher, regarder où on s'en va ensemble. C'est vraiment de lui remettre un mini-guide pour l'encadrer, pour le prendre en charge, pour qu'il puisse comprendre. Voici les étapes du projet, voici où j'en suis, voici comment me rejoindre, les inclusions et les exclusions.
Encore une fois, c'est quelque chose qu'on a discuté hier. C'est Ah, mais c'est qui fait les commandes? Quand est-ce que tu fais les commandes? Non, c'était vous qui deviez faire les commandes, mais est-ce que c'est écrit en quelque part? Mais juste le fait de recevoir ces appels-là, parce que ça n'a pas été clairement inscrit ou indiqué. Mais on parle aussi aujourd'hui. On est capable de parler avec les clients puis de lui dire de vive voix. Il n'y a pas juste des courriels, parce que les courriels peuvent se retrouver dans des spams. Des courriels, souvent, les clients vont pas les ouvrir ou vont vous dire: «Ah, ben, j'ai pas vu ton courriel». On peut se dire quand c'est juste un courriel. Tandis que si on le fait de vive voix, c'est quand est-ce que je vais recevoir une facturation? Ben, voici la phase 1, c'est clairement indiqué. Vous me donnez le 50% à la signature du projet, par exemple, et quand je livre la phase 1, vous payez, vous allez avoir une facturation pour payer la phase 1 et on embarque dans la phase 2. Donc, vous allez avoir une facture pour la phase 2, 50% et ainsi de suite. Il faut l'expliquer, il faut le dire au client. En gestion du temps, il est prouvé que à chaque fois que vous êtes dérangé, que vous avez un téléphone, que vous avez un texto, c'est pour reprendre où vous étiez là, ça prend entre 8 et 12 minutes. Donc, en fait, c'est une perte de concentration. Moi, je le fais, c'est pour ça que je le fais avec, une moyenne de 10 minutes par dérangement. Si je vous invitais là, à juste penser pendant une journée, d'écrire chaque fois que vous êtes dérangé, ben, je peux vous dire que ça va monter très, très, très rapidement. Vous allez facilement aller à 5, 6, même 10 fois de dérangement parce que vous n'avez pas prévu d'avance avec votre client ou vous avez mal informé votre client ou il n'a pas été pris en charge correctement. Parce que, ben, souvent, parce qu'on ne le sait pas, là, mais c'est important, à partir de maintenant, que vous compreniez que vous avez des heures invisibles à une prise en charge. Et ça, c'est avant même de commencer à travailler avec le client. Vous lui dites: «Voici, moi, je vous remets un cahier d'accompagnement pour chaque étape», puis vous pouvez même commencer à lui exprimer ça va être quoi les étapes. Vous allez être pris en charge, de le dire ce mot-là. Vous allez être pris en charge parce que c'est leur argent. C'est leur argent, puis ils veulent comprendre qu'il va être pris en charge, puis que son argent va être bien investi. Donc, l'effet direct de cette procédure d'entreprise, c'est le client va être rassuré. Il va être rassuré, puis il va comprendre qu'il va être bien accompagné. Ça, c'est une valeur supplémentaire pour vous assurer une signature de projet. Donc, augmenter la signature de vos projets. En fait, je dis tout le temps que c'est un effet double. C'est que vous allez plus signer, puis vous allez être mieux payé parce que vous allez avoir réglé les heures invisibles avec cette prise en charge. Vous allez reprendre le contrôle de votre temps, de vos priorités. Puis vous savez, les imprévus, puis les urgences, puis les supposées urgences, ben, il faut vraiment les calculer parce que ça, c'est des heures invisibles. Puis dans l'autre erreur, là, je vais vous expliquer comment venir remplir des heures ou utiliser des heures justement pour pallier à ces frustrations-là, à ces imprévus-là, à ces attentes ou aux supposées urgences dans votre agenda, dans votre gestion du temps. Donc, cette stratégie, ça devient en fait un pivot de votre professionnalisme. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que ça va? Est-ce que vous voyez dès maintenant, là, dans ce que vous faites là, dans vos journées ou dans votre prise en charge du client, que vous faites peut-être déjà, mais où vous allez pouvoir aller chercher
pointer des heures invisibles. Vous le comprenez? Parce qu'il y en a qui envoient déjà des heures invisibles. On en a toutes. Même moi, j'en ai. On en a toutes. Et il faut le régler parce que je vous le dis, là, c'est de l'argent. Alors, souvenez-vous, cette erreur numéro 2-là peut représenter jusqu'à 500 et même plus dans certains cas. Moi, quand j'ai travaillé avec une designer dernièrement, là, on s'est rendu à 1000 pas loin, mettons 900 quelque chose. Juste avec cette erreur-là. Donc, juste à régler ça, elle a augmenté ses revenus de 1000 Puis oui, peut-être que le client va dire c'est trop cher ou c'est plus cher qu'une autre. Mais moi, je peux vous garantir, puis je vous le dis, je peux vous garantir que simplement de faire cette prise en charge-là, d'être structuré, puis d'amener à votre client un document, quelque chose qui va l'encadrer, va faire pencher la balance vers vous, même si vous êtes un peu plus cher que votre voisine. Puis je le vois. Fait que c'est pour ça que je suis capable de vous le garantir, je le vois. OK? On passe à la ça va bien? Pas trop de questions? On va dire comme Valérie, je vais-tu vous obliger à me poser au moins une question à la fin chacun? J'ai aimé ça. Alors, on va avec l'erreur numéro 3. Oups. Ah ouais, marche. Présentez votre offre sans stratégie ni contingence. Le mot contingence devrait faire partie de votre vocabulaire à partir de maintenant au niveau de votre temps, au niveau même de l'argent. Donc, le mot contingence est un mot qui doit être utilisé parce que, en fait, c'est un endroit dans votre entreprise où le profit va s'effondrer. Et c'est avec ces frais invisibles que chaque projet vous amène dans un certain déficit. Donc, on va prendre un exemple. Le designer pense avoir bien calculé, soit par phase ou j'espère que vous utilisez un document pour calculer vos offres de service avant de la faire, pour vous assurer que vous avez par phase mis toutes les heures nécessaires pour le projet. Donc, vous calculez votre projet, vous regardez, vous dites, OK, pas de problème, j'ai mis les bonnes heures. Mais au final, quand vous terminez le projet, vous vous dites, il là, me semble que j'ai travaillé beaucoup plus que les heures que j'avais prévues pour ce projet-là. Et ça, ce sont vos heures invisibles. Donc, si vous calculez, par exemple, à chaque phase, les prises d'informations, le concept, les dessins techniques, bien sûr, devis, recherche de matériaux. Tu sais, recherche de matériaux, là, je suis obligée de vous dire que ça aussi, il faut vous gérer. Tu sais, à un moment donné, là, il y a toujours d'autres choses, il y a toujours mieux, il y a toujours quelque chose. Ah, oh, j'avais pas vu ça. Tu sais, je me souviens, là, moi, j'allais, mettons, chez Ceratec, là, puis au Centura. Puis là, je disais, OK, j'ai besoin de ça, bon, parfait. Puis là, c'était emballé, j'avais ma note de service. Puis là, je sortais, puis je voyais à la sortie. Comment ça se fait que j'ai pas vu ça? Mais il faut se gérer. Parce que ça amenait des heures invisibles. Puis là, ben, au début, je retournais en dedans, puis là, je me suis dit, oh, que non. Là, j'ai trouvé, passe à d'autres choses, ça sera pour un prochain projet. Parce que ça amenait des heures invisibles. Il faut s'auto-gérer dans un premier temps. Les suivis clients, dans la coordination, euh, il faut prévoir les imprévus, les ajustements, les urgences, les pertes de temps accumulées, les communications, les déplacements, les petits mini-temps ici et là, un petit appel, oh, c'est juste 2 minutes. Ben, le 2 minutes, il faut l'écrire en quelque part parce que ce petit 2 minutes-là, 10 fois, c'est 20 minutes. Plus, à chaque fois, il faut revenir parce qu'on manque de concentration. Hein, souvenez-vous ce que je vous ai dit tantôt. Donc, ce 20 minutes-là représente 1 heure. Fait qu'1 heure chaque client, à la fin de l'année, vous avez 25 heures sur 25 clients fois 100. C'est comme ça qu'il faut le regarder. Ce sont des heures invisibles. Donc, vos profits vont s'effondrer parce qu'on n'a pas prévu de contingence. La vraie source de perte,
Puis ce petit cochon-là, j'aime assez ça. On rentre des dollars en haut, puis ils ressortent en bas. Donc, les petits 15 minutes, les appels imprévus du client, les relances par courriel, les micro-modifications, oh, c'est une petite modification de rien, ou l'entrepreneur vous appelle, dit écoute, il faut que tu changes ça, là, ça n'a pas de bon sens. On a une colonne dans le mur où il faut changer l'électricité, donc les modifications, les erreurs de tiers, les matériaux à changer, les vraies urgences, les achats. La liste, là, ça pourrait faire 2 pages facilement. OK? Fait qu'on va aller dans un petit calcul. Moi, c'est ce que j'aime le plus, là, ces petits calculs comme ça, c'est de vos pertes invisibles. Mettons sur un projet de 50 heures, plus le chantier que vous allez facturer à l'heure, bien sûr, et j'espère que vous chargez vos déplacements, parce que les déplacements, ça coûte cher aussi. Donc, en phase 1, j'ai établi, mettons, c'est pas 50 heures finalement, c'est 65 heures. La phase 1, j'ai dit 25 heures et 2 heures invisibles. Un autre 25 heures en phase 2, puis 15 heures. Bon, si j'ai 2 heures invisibles, phase, par exemple, ça me fait 6 heures fois 100. J'ai 600 d'heures invisibles. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que ça vous arrive? Non? Ben, mon Dieu, vous êtes bonne. Je vois pas tout le monde. Ben, vous êtes bonne si ça vous arrive pas puis que vous avez tout prévu les heures. Donc, une offre qui va être rentable, OK, va intégrer la contingence. Comment est-ce qu'on fait ça? La contingence, pour moi, c'est un sauve temps invisible. Et ça, la contingence, ça doit être à tous les endroits dans un projet. Donc, si vous faites, par exemple, une estimation budgétaire du projet de vos, de votre apport à vous, puis vous mettez le prix, l'entrepreneur dit, parfait, c'est 100 000, votre coût à vous, puis exemple, tout ce qui est les sanitaires, la robinetterie, puis tout ça, vous devez ajouter au client une contingence en voulant dire, bien, regardez, quand on va démolir, il va peut-être avoir des imprévus. Donc, si vous ne le faites pas, il faut le faire à partir de maintenant. Mais il faut le faire aussi dans votre entreprise. OK? Donc, quand vous calculez vos heures phase, par exemple, vous faites la phase 1, puis là, vous arrivez à 25 heures. Bien, vous allez mettre une contingence. Moi, je vous propose 10. Donc, vous allez l'arrondir, 25 heures. Vous allez mettre 3 heures de contingence. Ça va venir pallier aux heures invisibles que vous avez oubliées ou que vous n'avez pas calculées, mais qui vont arriver. En gestion de projet, là, gros projets, là, parce que le Chris Croft, c'est le dernier avec lequel j'ai fait la formation. La contingence là, existe dans toutes sortes de projets, même les petits. Alors, ça va venir remplir vos heures invisibles. Le client, ce qu'il va recevoir en phase 1, parce que vous allez avoir mis 3 heures de contingence, ça va vous prendre 28 heures. Donc, ce n'est pas 25 heures que vous allez proposer au client, mais c'est 28 heures de votre travail. 100 par exemple. Vous avez le 3 heures de contingence que vous allez utiliser, mais que si vous n'utilisez pas, bien, vous allez peut-être l'utiliser en phase 2, mais ça ne veut pas dire qu'il faut oublier de charger ou de facturer ce qu'il faut au client, là, les déplacements ou autre chose. Mais au moins, vous allez remplir les heures invisibles que vous allez faire en cours de projet. Chaque imprévu devient une perte sèche si vous n'avez pas prévu une contingence. Et la contingence, vous allez l'ajouter également dans votre gestion du temps. Est-ce que c'est compris le principe de contingence? Je trouve que vous ne posez pas beaucoup de questions. C'est André, j'ai une question. Oui, vas-y, André. Je comprends bien ce que veut dire le mot contingence. Ce que je comprends moins, est-ce que je le facture d'emblée ou c'est juste une réserve que j'annonce au client? Je suis juste curieuse de comment on facture ça finalement. Merci. OK. C'est une très, très bonne question, André. En fait, certains designers vont l'appliquer de manière différente. Donc, j'ai une designer, elle,
qui va annoncer à son client, elle fait du commercial. Là, c'est du 15 qu'elle utilise, donc elle va l'annoncer d'emblée qu'il y a une contingence de prévu de 15 pour répondre aux imprévus, aux urgences. Mais elle documente les imprévus, les urgences ou les heures invisibles. Et quand elle dépasse son 15 le client le sait, elle va charger davantage, puisque ça arrive toujours dans ses projets. Si vous êtes dans votre entreprise, puis vous faites, exemple, la soumission pour une cuisine, une salle de bain, une rénovation majeure, je vais vous donner un exemple un peu plus concret. Dernièrement, durant le mois, j'ai travaillé avec un designer qui avait un gros projet. Là, ça représente 850 heures. Donc, c'est beaucoup d'heures, là. Mais à chaque phase, on a rajouté 10 de contingence. Puis, je lui ai demandé la semaine dernière, elle a dit une chance, Claire, que j'ai mis ça parce qu'il y a eu des appels, il y a eu des rencontres imprévues. Puis, je suis tellement dans le jus que j'oublie de noter tout ce que je fais en heures invisibles. Donc, pour elle, c'est venu comme pallier, c'est venu comme remplir ces heures-là. Alors, ce que tu fais, c'est que, mettons, tu vas dire la cuisine, je ne sais pas si tu la fais par phase, si vous travaillez par phase ou pas, mais si tu fais une offre de service, par exemple, pour une cuisine, puis tu dis au client, c'est 50 heures, mais dans ton 50 heures, tu vas sûrement avoir un 5 heures de contingence. Ça, tu ne dis pas au client, et ce n'est pas du vol en passant. OK? C'est tellement drôle parce que dans la formation que j'ai suivie, il dit, dites bien là, que ce n'est pas du vol. En fait, c'est pour vous couvrir, pour vous aider à payer les heures que de toute manière, vous n'allez pas facturer. Donc, le client, ce n'est pas 45 heures qu'il va recevoir, il va recevoir 50 heures d'offre de service et à l'intérieur, tu as de la contingence qui t'appartient, que tu as calculée. Parce qu'en fait, quand vous faites une offre de service, vous n'allez pas tout. Est-ce que vous travaillez par phase? Comment vous travaillez ici? Phase ou par projet? Toi, André, tu travailles-tu par phase ou par projet? Ben, en fait, par projet, mais ça finit. Je suis comme un peu une hybride des deux, mais quand je présente l'offre de service, c'est plus un projet global. Mais tu vois quand OK. même les étapes là, qui sont. C'est ça, une espèce d'hybride entre les deux, je dirais. OK. Quand on présente un offre de service, on n'est pas obligé de tout mettre en détail parce qu'il y a beaucoup de détails, hein, à vos phases puis à votre travail. Donc, par phase, la plupart, c'est par phase. Là, c'est le projet global divisé par phase. Donc, en fait, quand vous présentez votre offre à l'intérieur, on doit retrouver dans votre calcul à vous une contingence qui va prévoir justement de venir couvrir ces heures invisibles-là. Si c'est par projet, les heures invisibles sont à l'intérieur. Si c'est par phase, les heures invisibles sont par phase. OK? Donc, c'est vraiment de voir comment vous facturez votre client, comment vous déposez vos offres de service. Je vais vous montrer quelque chose. OK? Laissez-moi l'ouvrir. J'arrive. Je vais la trouver ici, ici et ici. Non, c'est pas le bon. Vous allez voir ce que je vais vous le mettre à l'écran, fait qu'on va mieux comprendre là, ce que je veux vous amener. OK. Donc, quand vous calculez vos offres de service, il faut que vous soyez mieux structuré. Il faut que vous ayez toutes les phases ou toutes les étapes. Et ça, là, c'est quelque chose qui est, il y en a que je leur ai déjà dit de le faire, puis que, oh mon Dieu, Claire, c'est ben trop d'ouvrage, mais c'est quoi vos tâches? Il faut que vos tâches soient inscrites en quelque part, mais détaillées de manière très exhaustive. Parce que vous allez voir que quand vous allez détailler vos tâches de manière exhaustive, vous allez voir qu'il y a des choses que vous avez peut-être pu penser, parce qu'on ne calcule plus aujourd'hui sur le coin d'une table.
hein. Ça nous prend une structure, ça nous prend un document, ça nous prend quelque chose pour travailler. Donc, pour mieux vous exprimer ce que je veux dire, c'est que si vous le faites par phase, on va toujours avoir une ligne qui va comprendre la contingence. Donc, moi, je vais venir détailler ma phase 0, par exemple. Je vais venir détailler ma phase 0, 1, exemple. C'est dans ce cas-ci, là, on avait plusieurs, j'ai pris ce document-là, on avait plusieurs pièces à faire et plusieurs maisons à faire. Donc, on détaille la phase 1 et on s'assure de venir mettre la contingence. Puis ça, on peut appeler ça du buffer, des heures tampons, appelez-les comme vous voulez. Mais de vous assurer qu'à partir de maintenant, quand vous faites une phase, ça prévoit, j'ai un exemple ici, ça prévoit de la contingence. Donc, ici, j'ai mis 3 heures. Le 3 heures, il va être ajouté, ça va faire 26 heures. Le client pour la phase 2, par exemple, va avoir 26 heures de payer. C'est simplement un exemple. La contingence, je le répète, ce n'est pas du vol. C'est pour venir pallier, c'est pour venir vous payer les heures que vous n'avez pas pensé ajouter. Hein, des fois, oh mon Dieu, j'ai oublié de mettre ça. Euh, vous savez, la contingence, vous pouvez la prendre, dire, OK, j'ai 1 heure de contingence, je vais le faire parce que j'ai oublié de le mettre dans mes tâches pour ce projet-là. Et si jamais vous avez des choses qui se rajoutent, ben, il faut aussi penser qu'on rajoute dans sa facturation. OK? Donc, ce qui est important, c'est que le mot contingence, à partir de maintenant, doit se retrouver partout. Il doit se retrouver dans vos offres de services. Donc, ça va venir pallier, ça va venir remplir, ça va venir payer vos heures invisibles. Et ça va vite. OK? Donc, on peut retrouver rapidement, là, je vous ai mis l'exemple tantôt. L'exemple que je vous ai proposé, ça représentait 6 heures. Donc, encore une fois, ici, dans le projet, avec les phases, pour 50 heures, je me retrouvais avec 600 de pertes sèches invisibles. OK? Êtes-vous capable à ce moment-ci de nommer, quand vous faites un projet, quelque chose que vous faites qui représente des heures invisibles? Oui, Valérie? Mon plus gros problème, moi, c'est mon manque de discipline et de rigueur. Quand tu fais 5, 6 projets en même temps, tu notes pas tout le temps. Donc, c'est vraiment, ce matin, je voulais être en ligne avec toi pour juste me faire répéter ce que je dois faire. Alors, il y a une différence entre pas savoir quoi faire. Mais moi, je sais quoi faire, puis je le fais pas tout le temps. En me disant tout le temps, ah, je vais faire ça en fin de journée, puis ça va tellement vite. Donc, de un, ma discipline, la rigueur, puis de deux, les interrupts dans une journée. Je pense que ça doit faire 10 ans que je répète qu'il faut que je mette mes limites. Je ne les mets pas, mes limites. Je peux répondre à peu importe l'heure, même après 24 ans dans le domaine. Les fins de semaine, à Pâques, fête des mères, peu importe. Fait que ça, moi, aujourd'hui, c'est les deux gros erreurs que je fais qui égalent beaucoup de pertes d'argent. Beaucoup. Exact. Tu les connais toutes, les stratégies. Puis, je sais que la plupart d'entre vous les connaissez. Euh, puis tu n'es pas tout seul comme ça, là, OK? Puis ça va vite. C'est un tourbillon. Oui, à un moment donné, il faut se les mettre, nos limites. Ça t'appartient, là. C'est toi qui dois décider à un moment donné. Moi, la fin de semaine, je suis non disponible. Pour vivre avec ça, bien sûr. Mais en sachant qu'il y a des heures invisibles que tu sais qui existent parce que tu les fais, ben, en mettant de la contingence, ça va venir remplir ces heures invisibles-là que tu fais et ça va venir t'aider justement à avoir des revenus supplémentaires par projet parce que de toute manière, tu le fais. Tout à fait. Fait que le manque de rigueur, c'est parce que tu es dans un tourbillon. Puis en gestion de temps, il faut aussi s'ajouter dans la journée la contingence. Et je m'explique. Comme ça, je vous dis, le mot contingence est extrêmement important pour venir répondre aux heures invisibles.
c'est qu'au lieu de ne pas donner d'oxygène, parce que c'est ça, hein, vous avez des semaines, il n'y a pas d'oxygène, là, c'est comme tête, 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 tête. Puis là, vous finissez votre journée pour respirer, puis là, vous recommencez le lendemain matin avec un masque à oxygène. Puis souvent, c'est des semaines qui ressemblent à ça pour vous aider, pour étirer. C'est sûr que ça étire dans le temps les projets, mais mettez-vous minimum par jour, minimum 1 heure de contingence dans votre agenda. Donc, 1 heure, quand vous faites votre gestion de temps, parce que oui, ça prend de la rigueur dans ce métier-là, c'est demandant. Il y a beaucoup, beaucoup de petits points. Il y a les matériaux, il y a les entrepreneurs, il y a les dessins, il y a les 3D, il y a les clients qui appellent. Il y a beaucoup, beaucoup de petits points. Donc, c'est de s'assurer que dans son agenda, dans le jour, on a 1 heure. Moi, j'ai des designers qui ont 3 heures de contingence par jour. Parce qu'il y a trop d'imprévus, puis il y a trop d'urgences, puis ils ont trop des gros projets. Donc, en ayant ces 3 heures-là, ça vient vous aider à avoir, premièrement, de l'oxygène et ça va devenir des heures facturables anyway. Parce qu'il y a des clients qui vont vous appeler pour des changements ou des modifications ou un autre appel avec un autre client. Donc, ça devient des heures qui sont facturables de toute manière. Et si je reviens dans votre calcul de vos heures pour le projet, bien, quand on est toujours dans un tourbillon, ces heures contingences-là vont venir vous payer les heures invisibles que vous avez pas, que vous allez faire, mais que vous n'avez pas comptabilisées. Ça aide énormément. Moi, j'ai vu des designers juste mettre cette stratégie-là en place. Juste la contingence dans le calcul. Simplement ça. Être capable à la fin d'année d'avoir un petit montant dans leur fonds de retraite, dans un REER, dans un placement, puis d'avoir de l'argent pour les imprévus et d'avoir un petit profit. Et rapidement, rapidement. Ça ne prend pas 10 ans pour faire ça. Je peux vous dire là, que la première année, simplement en mettant de la contingence, puis je vais vous mettre à l'écran ce que ça représente en argent, simplement ça, le projet va venir remplir les heures invisibles que vous oubliez de documenter. C'est pas juste des documenter. Ça, je vous connais, là. Même si je ne vous connais pas personnellement, je connais les gens du métier. C'est que même à ça, vous avez signé un projet à 50 heures, puis là, vous avez fait un petit 3 heures de plus. Ah, ben, pourquoi il chargeait 3 heures de plus? Je vais avoir l'aide de quoi, tu sais? Il m'a déjà donné 50 heures, là. Voyons donc, tu sais. Je le sais, c'est souvent ça qui arrive. On ne veut pas le facturer parce qu'on se dit, ben, j'y ai déjà facturé 50 heures. Puis si vous ne le faites pas, ben bravo. Bravo. Mais c'est ce qui arrive bien souvent. Alors, on ne le documente pas parce qu'inconsciemment, on se dit, ben, de toute manière, j'y chargerai pas. Alors, en mettant de la contingence, ben, vous venez de remplir des heures invisibles. Puis vous pouvez vous dire, ben, regarde, oui, j'ai fait une coupe d'heures de plus, mais c'est prévu dans ma contingence. Je mets beaucoup d'emphase sur la contingence parce que c'est vraiment un élément extrêmement important euh, avec l'entreprise en design d'intérieur. Alors, si on fait un petit calcul, mon Dieu, ça va bien, ça va vite. Si on fait un petit calcul, donc pour arrêter de perdre de l'argent dès l'arrivée d'un client, parce qu'ici, on parle de l'arrivée d'un client. Je n'ai pas parlé en cours de projet, puis je n'ai pas parlé en fin de projet, j'ai parlé quand le client arrive chez vous, parce que ça aussi, là, ça découle au fil du temps. Donc, la première, c'est le système que je vous ai proposé tantôt, le système d'acquisition de votre client. Connaissez-le, documentez-le et chiffrez-le. Ça aussi, ça va faire la grosse différence parce que, je vais revenir à tout écran. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui connaît, et vous n'avez pas obligé de me dire le prix, là, le montant, qui connaît Ouais. le coût d'acquisition de son client? Nadia? Ouais, je l'ai vraiment fait récemment, puis c'était ça entre 5 et 6 heures là, en moyenne, là. C'est vraiment ça, hein? C'est vraiment Ouais. ce montant-là.
Et ça, c'est des heures invisibles. Ouais. Des heures invisibles qu'on rajoute pas dans notre carte routière ou dans notre calcul. Fait que si on parle de 20 clients, mettons 6 heures, ben 20 clients, c'est beaucoup d'heures à la fin de l'année, là, tu sais. Ouais. Mais moi, je les mets comme si j'ai le client, je le mets dans ce client-là. Par contre, ceux qui refusent, c'est là que, ouais, il y a une perte. Oui, il y a une perte. Donc, la perte, ça devient un frais variable. C'est pour ça que moi, je vous dis, mettez-les au complet. Vous dites, OK, moi, je convertis, mettons, 20, 25, ou je vois 20, 25 clients par année, je les convertis pas, c'est pas grave. Je vais aller mettre le coût d'acquisition de mon client dans ma carte routière ou dans mon calcul, parce que de toute manière, il y a des frais qui sont reliés à ça, hein. Par exemple, vous faites des réseaux sociaux, vous payez, oui, ça, c'est dans vos frais, mais indirectement, vous avez des coûts reliés au coût d'acquisition d'un client. Donc, à partir de maintenant, le coût d'acquisition d'un client doit faire partie de votre stratégie d'affaires et doit être vraiment compris, décrit, écrit en quelque part et calculé. OK? Puis si, mettons, vous faites un client potentiel, ça vous a pris 10 heures parce que l'offre de service est beaucoup plus intense, là, puis qu'il n'a pas signé, ben oui, ça peut arriver, là, parce que ça, on ne peut pas tout prévoir, là, tu sais, ça ne peut pas tout. Tu sais, quand je vous dis, est-ce que vous faites combien de cuisines vous faites par année, combien de salles de bain vous faites par année, ben des fois, on dit, ah, ben, je fais une moyenne. Faites la moyenne aussi avec votre coût d'acquisition du client. Ça va paraître dans votre rentabilité annuelle. Euh, le deuxième, je ne remettrai pas à l'écran, le deuxième, c'est d'encadrer son client avec une stratégie d'encadrement. Le client, ça prend une méthode, ça prend une manière d'encadrer le client. On ne l'a pas signé encore. Alors, beaucoup de designers de ce temps-ci vont préparer un document marketing pour quand ils vont rencontrer le client sur les lieux du projet. Ils vont mettre ça dans une petite pochette, puis ils vont indiquer les grandes lignes au client de la procédure ou de la façon que le designer travaille avec le client. Donc, c'est déjà une façon, une manière de prise en charge. Mais ce que ça indique au client, vous êtes un professionnel du design intérieur, puis ça lui indique comment vous êtes professionnel, comment vous travaillez. Déjà, vous venez de déclencher quelque chose au client. Déjà, vous venez de dire au client, avec moi, là, vous allez être pris en charge, puis on va avancer ensemble, puis je vais prendre soin de votre argent, puis vous allez avoir des résultats au bout du compte. Et à ce moment-là, vous allez venir, pour ce départ-là, commencer à remplir ou à vous payer pour ces heures invisibles-là. Quand vous arrivez pour signer, vous pouvez déjà amener le document de prise en charge de votre client, vous vous apprêtez à signer, ou c'est peut-être le petit WUMF qui va faire, qui va signer. Donc, encore une fois, on explique dans ce document-là comment on travaille, avec qui vous travaillez, peut-être que vous avez une équipe, ou quoi s'attendre. Les designers vont me dire des fois, hey, Claire, moi, là, j'ai des clients qui, ah, on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. Ben oui, parce qu'on ne lui a pas dit, on ne lui a pas expliqué. Donc, il faut lui expliquer parce que sinon, il va vous appeler. C'est son argent, là. Il ne faut pas oublier, c'est pas à nous autres, c'est à lui ou à elle. Donc, il faut lui expliquer parce que sinon, il va vous appeler ou il va vous communiquer avec vous par texto ou par Messenger. Donc, la deuxième stratégie qui est très, très, très importante pour arrêter de perdre de l'argent, c'est un encadrement de votre client. On va voir combien ça représente d'argent là, après. Là. On va revenir à la. OK, ça, c'est bon. La troisième, c'est de présenter des offres qui vont être réfléchies, qui vont être stratégiques et qui vont inclure la marge de contingence chaque phase. Seulement ça, là, vous allez vous faire payer à votre juste valeur sans même de signer le projet. Donc, d'intégrer cette contingence-là, puis je sais, j'y reviens, puis j'y tiens, c'est ce qui va faire la différence dans vos revenus. Je pense que je l'avais. Oups. Ah, c'est que je l'avais.
OK. Je vais mettre à l'écran mon tableau blanc. Je vais mettre à l'écran. Qui ici commence ou ont 1 an et moins en affaires? Vous êtes tous au moins 2 ans, 3 ans, 5 ans? OK, parfait. Donc, vous connaissez déjà la poutine. Je vais mettre mon tableau blanc et on va juste recalculer ici. Alors, si on récapitule tantôt, je l'ai dit, la première stratégie, selon le calcul que j'ai fait sur seulement 6 heures, mettons que vous chargez 250 pour la première visite. Donc, on a en fait une perte de 350 OK? La deuxième stratégie, la prise en charge de votre client, l'encadrement de votre client peut représenter entre 300, 500, 600, même des fois plus de dollars, mais pour notre exemple à nous autres, on a calculé 300 dollars. La troisième stratégie, si vous n'ajoutez pas de contingence, là on est sur un projet exemple de 50 heures, si vous ne rajoutez pas de contingence, moi je le sais, puis vous regarderez quand vous faites un projet à partir de maintenant, soyez en pleine conscience des heures invisibles que représente chacun de vos projets. Alors, pour un projet de 50 heures, moi j'ai mis 600 dollars. Je ne l'ai pas mis au hasard, mon 600 Je l'ai mis parce que je le vois régulièrement quand j'accompagne un designer, quand je calcule, parce que je rentre vraiment dans ces stratégies-là, je rentre vraiment à comprendre comment est-ce qu'on peut, dès le départ d'un projet, même avant d'avoir signé, combien est-ce qu'on peut aller récupérer de ces heures invisibles-là. Puis dites-vous, là, on connaît toutes nos stratégies, on sait tout ce qu'on fait, puis comment on le fait, mais de l'inscrire, puis de le noter, d'être en pleine conscience, ça fait toute la différence. Fait que si je calcule ça, ça représente 1250 dollars. Ça, c'est sur un projet de 50 heures. OK? Et je dis parfait. Oups, mon crayon est, pourtant, il fonctionne. Si je dis parfait, j'en ai, mon exemple ici, là, j'en ai 10 projets dans l'année. Ben, c'est pas compliqué, hein? Qu'est-ce que vous feriez avec 12 500 de plus dans vos poches? Et je vous lance pas de la poussière aux yeux, là. Je vous lance la réalité. Si vous en avez 20, là, ben, doublez. Alors souvent, mettons 25 000 qu'est-ce que vous feriez? C'est souvent le profit de votre entreprise. C'est souvent, je le répète comme je l'ai dit au début, un fonds de retraite, un projet spécial, c'est souvent les imprévus, c'est souvent de l'argent que vous ne voyez pas, mais que vous avez besoin, un prêt que vous avez à rembourser. On parle ici pour 10 projets, 12 500 Fait que avec votre entreprise, avec votre tarif horaire, avec ce que vous offrez et comment vous l'offrez, faites juste le calcul. Faites le calcul chez vous. Qu'est-ce que ça représente? Marquez-les là, sur votre document avec votre tarif horaire, le nombre d'heures là, qu'on a planifié ici, là, sur 50 heures. Puis réfléchissez comment, Antonietta, c'est environ 2-3 heures par semaine. 2-3 heures par semaine. C'est vos vendredis après-midi que vous voulez pas travailler, que vous voulez prendre off pour l'été. Ouais, c'est beaucoup d'heures. Wow, j'aime ça, Antonietta, ce que tu viens de dire. Le calculer sur 1 an, c'est combien de semaines que vous travaillez?
Combien d'heures ça représente par semaine, ces heures invisibles-là, par projet, parce que si vous avez 2 projets, 10 projets, pensez juste au nombre de projets que vous avez et combien vous allez pouvoir aller récupérer tout simplement en calculant vos heures invisibles. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? J'aimerais ça vous entendre, j'aimerais ça. Est-ce que ça vous aide, premièrement? Est-ce que ça vous a éclairé? Oui? Y a-t-il quelqu'un qui veut parler? Je peux parler. Merci. Moi, c'est vraiment l'étape 2 parce que j'avais suivi une formation avec toi, fait que l'acquisition puis la contingence c'était appliqué, mais vraiment, c'est l'étape 2 là, que je vais avoir besoin de travailler, puis tu m'as donné des bonnes pistes aussi avec le cahier que j'avais pas pensé. Oui, merci, c'est un bon point. Tu sais, puis ça peut être présenté de différentes manières. Ça peut être envoyé de manière virtuelle, ça peut être envoyé, on peut l'imprimer. Donc, c'est ça. Oui, Catherine, de se le faire rappeler aussi. Des fois, parce que vous les connaissez, souvent vous les connaissez, c'est de se le faire rappeler, se le faire dire, puis dire, OK, regarde, là, il faut que je fasse de quoi avec ça. Donc, comme Nadia, c'est l'étape 2. Tu vas le créer, l'étape 2, puis ça va faire toute la différence à partir de maintenant parce que le client va comprendre que, ah, je suis pris en charge. Puis toi, tu vas avoir clarifié des choses, donc tu vas être payé à ta juste valeur. Merci, Nadia. Antonietta? Je me suis disciplinée là, avec toutes les formations que je fais avec toi. Là, la contingence, j'ai fini par vraiment l'inclure de façon plus systématique dans mes offres de services. Puis tu vois, hier, j'ai fermé un dossier, j'ai fait ma facturation finale avec toutes les heures calculées, facturées. Puis j'étais à 2 heures près de ce que j'avais estimé avec le client. Fait que tu sais, j'ai un projet où j'ai pas perdu d'argent. Là où moi, je dois me discipliner, c'est vraiment les échanges, répondre sur mon cellulaire quand je suis en train de faire mon épicerie, aussi le soir, puis c'est pas des heures que je viens de noter dans mes dossiers, tu sais, c'est des 15 minutes ici, ces minutes-là qui Ouais. additionnent, fait que ça, il faut vraiment, je pense que c'est Valérie aussi qui en a parlé tantôt, mais c'est toutes des petites, des minutes qui s'additionnent ou que je dois vraiment rentrer puis plus répondre. Tu sais, à 8 heures le soir, là, tu sais, t'as déjà donné un exemple. Est-ce que les avocats travaillent à 8 heures le soir ou la fin de semaine? Tu sais, habituellement, non, sauf si tu es un criminel puis tu as besoin de quelqu'un rapidement, là, mais sinon, je veux dire, tu sais, Non, on est des non, professionnels qui travaillent à des heures normales. Donc, ça, je dois vraiment me discipliner. Puis souvent, c'est, ah, ça va être rapide, c'est pas grave, ah, c'est des clients que je connais, puis ils sont fins, puis c'est pas grave, je vais leur donner du service. Ben non, ben non. non. Puis ils sont tous fins, vos clients, souvent, parce que vous les Toutes avez fins. choisis, tu sais. Oui, on les choisit, puis eux Mais, nous choisissent aussi. Fait que, tu sais, c'est difficile des fois de dire, non, non, regarde, je vais te répondre demain, puis ton texto, il va rester non répondu jusqu'à demain. ouais, ouais, Ouais. ben c'est ça. Et quand c'est inscrit en quelque part, puis répété, parce qu'en fait, il faut répéter, gardez bien, communiquer avec moi, voici comment vous communiquez avec moi. Puis si vous m'écrivez, ben, ça se pourrait que je ne vous réponde pas, mais c'est pas parce que je ne vous aime pas puis je ne veux pas répondre, mais c'est parce que c'est hors mes heures. C'est la même chose que j'avais déjà dit à un moment donné, tu sais. Moi, les enfants ou ma mère ou mon conjoint, c'est parce que j'ai un bureau à domicile, même si j'ai un bureau qui est commercial, ça rentrait, toi, n'importe quel temps, là, un instant, là, moi, je suis en train de travailler. Fait que j'ai mis des heures d'affaires sur ma porte, puis j'ai dit, ben là, c'est à respecter, puis ça se passe de même à partir de maintenant, là, tu sais. Mais ça a fait la différence parce que ça a été nommé, ça a été dit, puis ça a été montré, là, tu sais. Merci. Merci, Antoniette. T'as Mélanie. Oui, Oups, je allô. t'ai perdu. Petite question pour toi et aussi peut-être mes collègues qui sont ici. En fait, tu sais, moi, ce que je fais, puis je pense que c'était correct, c'était de mettre des frais fixes de gestion de projet pour chaque type de projet. Fait que, mettons, je sais pas moi, un 4 heures, 5 heures de frais fixes de gestion pour un projet clé en main, un 2 heures, un 8 heures pour une construction neuve. Bref, puis c'est là que je jouais comme avec ma contingence en tant que telle. Tu sais, j'indiquais, par exemple, gestion de projet, puis le détail euh, tu sais, va-et-vient de courriel, appel téléphonique avec le sous-traitant, etc. Fait que c'est comme là que je le mettais. Mais est-ce que c'est une bonne pratique d'avoir tout le temps la même
formule pour chaque client? Est-ce que je suis mieux de saisir le client puis de voir justement, il me semble plus demandant que d'autres, donc d'ajouter 1 heure déjà après l'appel? Bref, c'est plus une question ouverte, là. Des fois, tu le vois direct là, que la personne dans l'appel téléphonique d'information elle prend 1 heure, tu le sais qu'elle va te prendre beaucoup plus de temps, ça, je le mets de base. Mais sinon, tu sais, c'est-tu une bonne stratégie ou bien il y a quelque chose de mieux qui pourrait s'offrir à nous pour ces frais-là, mettons? Ben, en fait, bravo, parce que déjà, tu prévois des frais que tu charges au client, bien sûr, parce que ce que je comprends, c'est, mettons, si tu mets un 8 heures ou un 4 heures, tu le dis au client, tu le charges au client directement, c'est ça? Oui, exactement. C'est ça, c'est fixe, là, c'est de base, puis il est là, puis ça va me permettre justement de me baquer dans la gestion finalement du projet, parce qu'on peut jamais deviner un peu comment ça se passe. Fait que je Et si l'explique tu à la les présentation de la dépasses, service. et si tu les dépasses, qu'est-ce qui arrive? Ben, c'est ça l'affaire. C'est que moi, je dis, si ça prend moins de temps parce que les va-et-vient courriels sont clairs, puis que les réponses sont claires, tout ça, ben, à la fin, au dernier paiement, je soustrais ce temps-là versus si ça prend plus de temps que prévu, ben, on en discute puis on peut ajuster en temps et lieu. Honnêtement, j'ajuste jamais. Je le dis à la présentation, mais j'ajuste pas. Donc, c'est ça que je me demande si c'est la bonne stratégie à ce moment-là. En fait, c'est une bonne stratégie parce que tu as prévu déjà quelque chose pour, oui, André, il n'y a pas de problème, bonne journée. Merci beaucoup. Alors, tu as prévu un montant d'argent pour justement devenir pallier à des heures invisibles, là, c'est parce que c'est vraiment pour pallier à des heures invisibles. Et par expérience, puis tu le dis, il y en a qui se rajoutent, mais il faut que tu les fasses payer. Donc, en quelque part, il faut que ça soit inscrit dans ton contrat que si tu dépasses ces heures-là qui sont prévues, il y aura une facturation à l'heure qui suivra. Mais il faut documenter. Et c'est là qui est le problème, c'est que vous ne documentez pas le temps que vous C'est prenez. ça. Si ça va avec la rigueur que tantôt Valérie disait de tout noter quand tu as des appels, tout ça, des petits 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, ben, Ouais, je le sais plus à ouais. la fin si ça m'a pris 4 heures ou 5, là. Fait que, ouais, il y a ça aussi. Fait Mm. en le faisant par phase ou en regardant, puis ça dépend du projet. Et tu as dit une autre chose, c'est que oui, faut. Tu sais, on parle à un client au début, la qualification, en fait, la stratégie de qualification, là, elle est extrêmement importante. Il faut saisir son client, il faut lui parler, il faut lui poser des questions. Avez-vous besoin du temps supplémentaire lorsque je vais vous présenter? Est-ce que vous avez besoin de parler avec d'autres personnes? Moi, je pousse l'audace jusqu'à inscrire à l'intérieur du contrat ou de l'offre de service, mais le contrat surtout, les parties prenantes. C'est qui les parties prenantes? Avec qui vous allez discuter du projet ou des dessins ou du concept quand je vais vous l'avoir présenté? Fait que, à ce moment-là, vous savez déjà qu'il y a une autre personne qui est impliquée, puis je vous pousserai l'audace jusqu'à dire, ben, quand je vous rencontre, cette personne-là doit être présente. Elle est partie prenante. Puis vous savez qu'il va aller en discuter puis en parler. Pourquoi pas l'avoir avec vous? Moi, j'ai déjà été cette stratégie-là, je l'ai essayée à un moment donné, puis tu sais, je faisais 25 de résidentiel. J'ai des clients en or, là, vraiment, là, des bons clients. Mais j'avais dit, je m'en vais vous rencontrer, telle journée, telle heure. Monsieur, madame, vous devez être sur place. Ah, mon mari travaille. Parfait, donne-moi une heure qui ne travaillera pas. Moi, je le veux sur place. Alors, quand je suis arrivée, monsieur n'était pas là. J'ai dit, je vais recéduler, je vais revenir. Parce que moi, je savais que ça aurait une influence. Alors, je suis retournée une autre fois, mais c'était dans le contrat et j'ai chargé cet extra-là. Parce que c'était dit, je l'avais mentionné. Donc, c'est pour ça que c'est important de dire les choses, puis de penser que dans vos projets, vous avez des heures invisibles. Et ces heures-là, il faut les identifier. Mélanie, tu viens d'en identifier. Ici, je te disais, le prochain projet, là, tu écris tout, 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 tout. Ben, on pourrait peut-être parier qu'il y a plusieurs heures invisibles qui vont apparaître, qui n'ont pas été facturées et que tu ne factureras pas, toutes les raisons qu'on donne depuis tantôt. Donc, en mettant la stratégie, merci Valérie, ça fait plaisir de t'avoir vu. Au plaisir. En mettant cette stratégie-là en place de contingence à partir de maintenant, ben, tu vas le rajouter par phase, tu vas y penser, tu vas le mettre par phase,
Mais plus que ça, c'est que votre tarif horaire va peut-être changer à partir de maintenant parce que vous avez un taux d'acquisition du client. Fait qu'au lieu de charger 85, 90 ou 95, vous allez augmenter de 5 mais vous savez pourquoi? Parce que le coût d'acquisition, il est là. Si c'est 10 000 par année, ça devient des frais variables ou des frais fixes. Alors, ce matin, c'est ça que je voulais vous amener, c'est dans les heures invisibles. Peut-être juste d'en prendre un pour les prochains 3 mois parce que ça prend du temps. Tu sais, Nadia l'a dit, elle a pris quelque chose parce que les heures, le coût d'acquisition, on avait parlé à la dernière retraite, puis on l'avait mentionné, comment est-ce que c'est quelque chose qui est invisible. Puis des designers, ça fait 25 ans qu'ils sont en affaires, là, le savent pas. Parce qu'on n'a jamais, on s'est jamais arrêté à ces heures invisibles-là. Donc, en s'arrêtant, avec ces trois, on peut- tu sais, j'ai mis erreur, on aurait pu les appeler autrement, là. Mais avec ces trois endroits-là, avant de signer le projet, vous allez récupérer rapidement des heures invisibles. Oui, Nadia. Justement, mettons que je mets mon coût d'acquisition dans les frais variables, puis je les charge, j'augmente mon taux horaire, ça veut dire que je ne mettrai plus le surplus à chaque client qui est accepté, en fait. Le surplus, tu ne mettrais pas le surplus à... Tout ce que ça fait, là, c'est que ça règle Pour l'erreur tout. numéro un. Ouais, c'est ça. Numéro un. Donc, les heures invisibles qui se retrouvent dans le un. Fait que ça aide aussi parce que des fois, ça peut être plus difficile de vendre un projet parce qu'en partant, il faut que je rajoute, mettons, un 350 à chaque projet pour venir combler ce coût d'acquisition-là, tandis que si je le mets dans le tarif OK. horaire, c'est ça que tu Oui, proposes, c'est pas de le oui, faire en double. oui, effectivement. OK, parfait. Effectivement. Donc, en fait, ton 350 il est représenté dans ton tarif horaire. OK, merci. Fait que c'est une façon de le faire. Super. Excellent. Ça a été un beau groupe. C'est bien, bien plaisant de vous avoir avec moi ce matin. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça me fait plaisir d'y répondre, là, aucun problème. Allez-y. Commentaires, questions, tout va bien? Vous allez récupérer de l'argent? Utilisez, en fait, dans tout ce qu'on fait dans la vie, là, il faut avoir comme un plan de match. OK? Oui, c'est le fun, ces petits ateliers-là. Je vais en refaire d'autres parce que je trouve ça bien, bien plaisant. Merci, Antonietta. Mais ces stratégies-là, en fait, c'est juste pour mieux comprendre. Moi, mon entreprise, là, ça a l'air de quoi? Quand le client arrive, surtout, aujourd'hui, c'est ça qu'on a fait. Quand le client arrive. Donc, en fait, oui, encadrer le client, c'est important de lui dire comment vous travaillez, mais de garder toujours en tête, moi, là, quand je travaille un projet, j'ai des heures invisibles. On parle de projet, là. On ne parle pas de gestion d'entreprise. Parce que la gestion d'entreprise, là, elle est calculée autrement. On parle de projet. Quand je fais un projet, j'ai des heures invisibles, où elles sont, je les trouve, qu'est-ce que je fais pour les régler? C'est comme ça qu'on se fait payer à notre juste valeur. Parce que ce qui est vraiment désolant, c'est de voir des designers d'intérieur qui travaillent fort, puis je sais que vous travaillez fort, puis que, tu sais, des fois, les gens, ah, bah, tu dessines, toi, ben oui, je dessine. Ben, tu sais, il y a plus que juste dessiner, là, tu sais. Il y a tout ce qui est le projet au complet. Donc, quand le client le sait, puis qu'il comprend c'est quoi votre intervention, puis comment vous allez l'accompagner pour avoir un résultat, en sachant que vous, le résultat qu'il va avoir va augmenter la valeur de sa résidence ou la valeur de ce que je vous ai donné en exemple de ce que moi je faisais, des boutiques à l'intérieur d'un magasin, ben, on travaille différemment. Il ne faut pas avoir peur de charger ces heures-là parce que c'est votre travail, c'est votre temps, c'est votre énergie. Puis c'est votre argent quand vous finissez le 31 décembre, puis que je vous pose la question, est-ce qu'il t'en reste? Parce que moi, c'est la question que je pose toujours. Oh, moi, Claire, je charge 100 pièces de l'heure. Excellent, on va analyser ça. Combien est-ce qu'il te reste à la fin de l'année? Ben, il m'en reste pas. C'est pas normal. Donc là, vous savez déjà en partant
où il y a des heures invisibles, où vous pouvez aller récupérer de l'argent. Puis dites-vous une chose, le design d'intérieur là, commence à vraiment prendre sa place dans la société d'aujourd'hui. Moi, je viens d'une époque où c'était, tu sais, c'était connu, mais c'était pas trop connu. Puis là, on dit, ah, c'est rien que pour les millionnaires. Nous autres, on peut pas se permettre ça. Fait que le design intérieur aujourd'hui est beaucoup plus connu. Puis ça a des conséquences de vous utiliser, des conséquences de réussite. Le client, là, il ne recommencera pas quand il travaille avec vous. Vous allez donner les bonnes stratégies, les bons matériaux, le bon aménagement. Vous allez prendre en charge son projet si vous le faites. Donc, il y a des résultats positifs. Le design d'intérieur aujourd'hui n'est plus ce qui était il y a 20 ans. Il est ailleurs. OK? Alors, suivez ce ailleurs-là, suivez cette évolution-là et représentez le design intérieur comme un professionnel en affaires. Est-ce qu'il y a d'autres